La première fois que j'ai senti que quelque chose n'allait pas, c'était un mardi comme un autre. Je venais de rentrer du travail, épuisée, avec un mal de tête lancinant, rêvant juste d'une douche chaude et d'un moment pour me poser. Mais ce que j'ai vu en franchissant la porte m'a complètement désorientée. Je m'appelle Élise, j'ai 24 ans et je suis développeuse de logiciels chez Novatech, une entreprise du sud de la France. Après 4 années intenses d'études en ingénierie informatique, j'ai décroché un poste fixe dès ma dernière année à l'université. Le salaire était généreux, assez pour louer mon propre studio et bâtir mon indépendance. Mais j'ai reporté ce projet pour une raison qui, à l'époque, me semblait légitime, aider mes parents. C'est ma mère qui en a parlé un soir, pendant le dîner. Elle m'a regardé avec ce sourire doux, presque calculé, et m'a demandé si je ne voudrais pas rester un peu plus longtemps à la maison. Mon père s'est contenté d'acquiescer, détournant les yeux comme s'il voulait rester en dehors de la discussion. Ils m'ont expliqué que les factures devenaient lourdes, que leur retraite ne suffisait pas, que le coût de la vie grimpait trop vite. Je me suis sentie redevable. Ils avaient toujours tout fait pour moi, même avec peu. J'ai accepté de rester, mieux encore. Je me suis engagée à contribuer avec 1 000 € par mois. Au départ, c'était temporaire, juste le temps qu'ils se stabilisent. Mais les mois ont passé, et rien n'a bougé. Je payais presque tout, les courses, Internet, l'électricité, jusqu'aux médicaments de ma mère. Ça aurait pu être supportable, peut-être même justifiable, s'il n'y avait pas eu Isabelle, ma grande sœur. Isabelle, c'était tout mon contraire. À 31 ans, elle avait un fils de 6 ans, Hugo, et un mari, Julien, qui changeait de boulot comme de chemise. Ils vivaient à Lyon, dans un quartier chic, dans un appartement en location qui dépassait clairement leurs moyens. Isabelle travaillait, à mi-temps dans une boutique de luxe, et dépensait comme si elle roulait sur l'or. Chaque fois qu'ils venaient voir nos parents, Isabelle se permettait des remarques sur mes vêtements, mon style, ma façon de vivre. Une fois, sans la moindre gêne, elle m'a dit que je ressemblais à une nonne des temps modernes. Une autre, elle m'a demandé si je lavais le même jean tous les jours ou si j'en avais plusieurs identiques. Malgré ça, je n'ai jamais riposté. Je gardais tout pour moi, en silence. Je savais que répondre ne ferait qu'envenimer les choses, mais le pire restait à venir. Ce mardi-là, en rentrant du travail, j'ai trouvé des cartons éparpillés dans le couloir. J'ai reconnu mes affaires entassées près de l'escalier, mes livres, mon ventilateur, même mon ordinateur portable. Je suis montée dans ma chambre, et le choc a été instantané. Les murs avaient changé, recouverts d'autocollants pour enfants. Mon lit avait disparu. À sa place, un petit matelas avec des draps Spider-Man. Dans un coin, une table minuscule encombrée de jouets et de dessins mal coloriés. Hugo, le fils de ma sœur, était assis par terre, une console de jeu entre les mains. Sans encore comprendre, je me suis retournée. Ma sœur est apparue dans l'embrasure, un sourire crispé aux lèvres, comme si tout ça coulait de source. Ma mère l'a suivie, un peu nerveuse, mais sans la moindre trace de honte, pour ce qu'elle s'apprêtait à me dire. J'étais encore plantée là, à essayer de saisir ce qui se passait, quand ma sœur a croisé les bras et m'a annoncé, le plus naturellement du monde, qu'elles avaient transformé ma chambre en espace pour son fils. Elle a dit que Hugo méritait une vraie chambre, avec de la place pour étudier, jouer et grandir. Ma mère, à côté, a hoché la tête avec un sourire tendu, ajoutant que je passais mes journées dehors, que je n'utilisais presque jamais la pièce, et qu'elles avaient repensé que ça ne me dérangerait pas. Ce fut un de ces instants où le temps semble ralentir. Leurs mots me parvenaient comme étouffés sous l'eau. Ça ne me dérangerait pas, c'était mon argent qui faisait tourner la maison, qui maintenait la lumière allumée, Internet en marche, la table garnie. Et pourtant, elles avaient assorti mes affaires de ma chambre, sans me consulter, comme si j'étais une invitée de passage, une ombre invisible. J'ai demandé calmement où elles comptèrent me faire dormir désormais. Ma mère a répondu que le canapé du salon était libre, que ce n'était que temporaire, le temps que tout s'arrange. Isabelle a eu l'aplomb d'ajouter que le salon était spacieux et calme, parfait pour moi qui passais tant de temps sur mon ordinateur. Je les ai dévisagés sans rien dire. J'avais l'impression d'être chassée de chez moi. Même quand j'étais partie à l'université, des années plus tôt, personne n'avait touché à mes affaires. Et maintenant, adultes, en contribuant financièrement, elles avaient décidé de m'effacer comme si je n'avais jamais été là. Le pire, ce n'était pas juste de perdre ma chambre. C'était d'apprendre que ma sœur avait transformé l'ancienne chambre de son fils en dressing pour elle. Ma mère l'a glissé comme si c'était anodin, masquant mal son embarras. Elles ont dit qu'Isabelle avait trop de vêtements, qu'ils ne rentraient non pas dans sa chambre avec son mari, qu'il leur fallait plus d'espace. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé. J'ai essayé de ne pas pleurer, mais c'était impossible. Je me sentais minuscule, humiliée, jetable.
Personne ne semblait trouver ça anormal. Pour eux, c'était logique. Célibataire, sans enfants, sans grands besoins, j'étais celle qui pouvait s'adapter, qui ne protestait pas, qui encaissait tout sans bruit. Les jours suivants, ça n'a fait qu'empirer. L'attitude de ma sœur est devenue encore plus arrogante. Elle me demandait de l'argent sans se gêner, prétextant toujours son fils. Mon père ne disait rien. Ma mère me regardait avec pitié, mais n'intervenait jamais. Moi, je sentais de plus en plus que je n'avais plus ma place. J'ai commencé à rentrer tard du travail, juste pour les éviter. Je bossais à la cantine de l'entreprise ou dans des cafés, incapable de me concentrer à la maison. Chaque soir, je montais un lit de fortune sur le canapé, sachant qu'au matin je devrais tout ranger avant qu'on me reproche le désordre. C'était comme si je payais pour vivre là où personne ne voulait de moi. Plus j'essayais d'exister, plus je devenais invisible. On ne m'écoutait pas, on ne me défendait pas. Tout ce qu'on attendait de moi, c'était de l'argent. Et pourtant, quand j'ai osé me plaindre, on m'a traité d'égoïste. Les semaines qui ont suivi ont mis ma patience à rude épreuve, bien plus que je ne l'imaginais. Isabelle et Julien semblaient avoir pris possession de la maison comme s'ils en étaient les maîtres. Hugo, leur fils, faisait ce qu'il voulait. Jouets éparpillés dans toutes les pièces, crie comme s'il était dans un parc, et personne ne bronchait. Mes parents le traitaient comme une relique sacrée, excusant chaque bazar, chaque bruit, chaque excès. Julien, au chômage depuis des mois, passait ses journées à jouer aux jeux vidéo dans sa chambre. Parfois, il allait chercher Hugo à l'école, mais sinon, il ne levait pas le petit doigt. Isabelle continuait son mi-temps à la boutique, plus pour s'échapper que par nécessité. Le reste du temps, elle traînait en peignoir, téléphone à la main, papotant fort avec ses amis, et se plaignant de la fatigue d'être mère à plein temps. Pendant ce temps, je partais à 7 heures, travaillais toute la journée, rentrais à 20 heures, et on me reprochait encore de ne pas assez sourire ou de zapper les dîners familiaux, des dîners que, bien souvent, je finançais, parce qu'Isabelle et Julien, d'après mes parents, traversaient une passe difficile, et moi, je devais faire preuve de compréhension. Un jour, Isabelle a débarqué dans le salon pendant que je mangeais un sandwich. Sans la moindre gêne, elle m'a demandé si je pouvais lui prêter 300 € pour acheter des vêtements neufs à Hugo. Il grandissait vite, disait-elle. Tout devait être renouvelé. Ce n'était pas faux, mais son ton trahissait une exigence masquée en requête. Quand j'ai hésité, elle m'a fusillé du regard et m'a accusée d'être cruelle, disant qu'une vraie tante n'aurait jamais refusé d'aider son neveu. J'ai inspiré profondément et répondu que j'aidais déjà bien assez. Elle est partie en lâchant que j'étais froide, aigrie, égoïste. Mes parents, dans la cuisine, ont fait semblant de ne rien entendre. Ce soir-là, j'ai parlé à mon père. Je lui ai dit que je me sentais méprisée, que ça n'avait aucun sens de payer 1 000 € par mois pour dormir sur un canapé et être traitée comme une étrangère. Il m'a regardée, a soupiré et m'a dit qu'il comprenait, mais que je devais être patiente, qu'Isabelle était mère, qu'elle faisait des efforts et qu'au fond, avec mon bon salaire, je pouvais m'en sortir. En clair, j'étais celle qui devait tenir bon, celle qui devait compatir, celle qui n'avait pas le droit de râler. Quelques jours plus tard, ma mère est venue me voir avec cette voix douce qu'elle prenait quand elle voulait demander quelque chose d'absurde. Elle m'a dit que les factures grimpaient depuis que la maison était plus pleine, l'électricité, le gaz, les courses, tout augmentait. Et prudemment, elle a suggéré que je passe ma contribution à 2 000 € par mois. Je n'ai pas su quoi répondre sur le coup. Je l'ai fixée, cherchant à savoir si elle pensait vraiment que c'était juste. Je payais déjà tout. Et là, ils en voulaient encore plus. Isabelle et Julien ne donnaient rien. Pas même un centime pour la nourriture, mais personne ne leur demandait rien. J'ai posé la question cash. Est-ce qu'Isabelle et Julien allaient contribuer aussi? Ma mère a détourné le regard et m'a dit qu'ils étaient encore en train de se remettre sur pied. Mon père, qui écoutait depuis le couloir, a ajouté que j'étais jeune, célibataire, sans enfant, et que 2 000 € par mois ne changeraient pas grand-chose pour moi, que je devais penser à la famille. J'avais envie de hurler, de pleurer, mais je n'ai rien fait. J'ai hoché la tête et dit que c'était d'accord. À l'intérieur, quelque chose en moi se brisait, en silence. L'idée que ma famille me voyait comme quelqu'un d'important, quelqu'un qu'on aime, s'effondrait. J'étais juste une tirelire, une ressource, une carte bancaire sur pattes. Cette semaine-là, j'ai terminé l'application de sécurité, sur laquelle je bossais depuis des mois. La nuit, j'ai fait les derniers tests, corrigé les bugs, et pris rendez-vous avec mon patron. Il a été bluffé. Il m'a dit que le projet avait un vrai potentiel commercial, que l'entreprise pouvait me le racheter. Quelques jours plus tard, il m'a fait une offre officielle. 500 000 €, plus un pourcentage sur les ventes futures. J'ai signé le contrat,
les mains tremblantes. En rentrant, je n'en ai parlé à personne, parce que je savais, s'il l'apprenait, il trouverait des excuses pour que cet argent serve à la famille. Dès cet instant, j'ai décidé de partir, et je me suis juré qu'il n'aurait plus accès à ce qui m'appartenait. Avec l'argent de la vente en poche, j'ai résolu de quitter cette maison au plus vite. J'ai appelé une agente immobilière qu'une collègue m'avait recommandée des mois plus tôt. Je lui ai dit que je voulais un petit appart moderne, près du bureau, prêt à emménager, discret, sans complications. Elle m'a répondu le jour même avec 3 options. Le week-end suivant, j'ai signé pour un appartement avec balcon, au dernier étage d'un immeuble calme et ensoleillé. J'ai tout payé comptant, sans en parler à quiconque. Je ne voulais ni sermons, ni reproches, ni chantages affectifs. J'ai fait livrer les meubles petit à petit, organisant ma sortie en douce. J'ai tout prévu dans les moindres détails. Horaires, transport, paperasse, et même les moments où personne ne serait là. Mais malgré cette organisation, quelque chose me rongeait. La manière dont tout s'était passé, la façon dont on m'avait traité, le sourire d'Isabelle chaque fois qu'elle obtenait ce qu'elle voulait. Je me sentais utilisée, effacée, remplacée, et le pire, avec la complicité totale de mes parents. Ce n'était pas qu'une question d'argent, c'était une question de valeur, de respect. Le point de rupture est arrivé un vendredi. En rentrant, j'ai trouvé mes affaires entassées dans le couloir, mes livres, mes vêtements, mon ordinateur, tout empilé dans des cartons de fortune. J'ai monté les marches, le cœur battant. Ma chambre n'était plus la mienne. Elle appartenait entièrement à Hugo. Les murs étaient recouverts de nouveaux posters, le matelas enfantin drapé de motifs de dessins animés. Ma table de travail avait disparu, remplacée par une petite table à jouets. Isabelle est apparue, à la porte, l'air parfaitement naturel, disant qu'ils avaient besoin de plus d'espace, que mon neveu méritait un vrai cadre, et que ce ne serait que temporaire. Ma mère a suivi, ajoutant que, comme je n'étais presque jamais là, il pouvait mieux utiliser la pièce, et que je pouvais dormir au salon, comme j'en avais l'habitude. Ça m'a frappé comme un coup de poing. Je les ai regardés, sans répondre. Isabelle semblait ravie. Ma mère, nerveuse mais déterminée. Aucune ne voyait de problème dans ce qu'elle faisait. Ce n'était pas juste une chambre, c'était le dernier bout d'intimité qu'il me restait. À cet instant, j'ai compris que je ne devais plus rien à cette maison. Ni explication, ni argent, ni patience. J'ai dit calmement que ça ne posait pas de soucis, qu'elles pouvaient garder la chambre. Et avant qu'elles aient le temps de sourire, j'ai ajouté que je ne dormirais plus sur le canapé, parce que j'avais acheté mon propre appartement. Isabelle a ri, moqueuse, disant que j'inventais, que si j'avais vraiment un appart, je serais déjà partie. Je l'ai regardée avec sérénité et j'ai répondu que je déménageais le lendemain matin, que les déménageurs étaient déjà réservés, que tout était prêt. Pour la première fois, son sourire s'est éteint. Ma mère a blêmi. Mon père a surgi dans le couloir, cherchant à comprendre. Quand il a réalisé que je partais pour de bon, il m'a demandé de me calmer, disant qu'on pouvait discuter, trouver une solution. Mais il n'y avait plus rien à dire, plus de place pour négocier. J'ai passé le reste de la soirée à emballer mes affaires. J'ai appelé la société de déménagement pour confirmer l'heure, pris un jour de congé au travail et dormi sur le canapé une dernière fois. Mais cette nuit-là, j'ai dormi en paix. Si vous vous êtes déjà senti exploité par votre propre famille, restez avec moi. La suite va vous surprendre. À 7 heures, les déménageurs sont arrivés. 2 gars sympas, efficaces, qui en moins d'1 heure chargeaient mes cartons dans le camion garé devant. Je supervisais, donnais des consignes, ressentant ce petit frisson de celle qui tourne une page majeure. Ma famille s'est réveillée avec le bruit des cartons traînés. Mon père est apparu en premier, en pantoufles, encore ensommeillé, demandant ce qui se passait. J'ai répondu que je partais. Il a écarquillé les yeux, incrédule. Isabelle et ma mère ont suivi, muettes, essayant de réaliser si c'était sérieux. Ma mère a réagi la première. Elle a dit que ce n'était pas nécessaire, qu'on pouvait parler, tout réorganiser, qu'Hugo pouvait dormir ailleurs, qu'on trouverait une solution. Mon père secouait la tête lentement, comme s'il comprenait enfin qu'il avait trop fermé les yeux. Isabelle, elle, semblait agacée. Pas par mon départ, mais parce que je ne l'avais pas prévenue. Elle m'a accusée d'être théâtrale, disant que personne ne m'avait mise dehors, que la chambre n'était cédée que temporairement. Quand je lui ai demandé combien de temps exactement elle comptait me laisser dormir au salon, elle a détourné les yeux. J'ai répondu, calme mais ferme, qu'il n'y avait pas de retour en arrière, que j'avais acheté mon appart, avec mon argent, et que cette maison avait cessé d'être la mienne quand ils avaient décidé que j'étais quantité négligeable. Julien est passé dans le couloir, a jeté un œil en silence et est retourné dans sa chambre. Isabelle m'a demandé combien avait coûté l'appart. Quand j'ai dit que ça ne la regardait pas, ma mère s'est interposée. Elle a dit
qu'on était une famille, qu'en famille on partageait tout, que je ne devais pas avoir de secret. C'est là que j'ai lâché le morceau. J'ai raconté que j'avais vendu l'application que j'avais développée seule pour 500 000 €, plus un pourcentage sur les ventes. Le silence qui a suivi était assourdissant. Isabelle a pâli. Mon père s'est assis sur le canapé. Sonné. Ma mère a porté la main à sa bouche. Isabelle s'est ressaisie la première. Elle m'a dit que j'aurais dû prévenir, que cet argent pouvait aider toute la famille, qu'elle et Julien galéraient, qu'Hugo avait besoin de stabilité. Quand j'ai compris qu'elle insinuait, sans le dire franchement, que je devais partager, j'ai ri. Pas un rire narquois, un rire de soulagement. Pour la première fois, j'étais là pour moi. J'ai dit non, que je ne partagerais rien, que j'avais aidé autant que possible, mais que leur façon de me traiter prouvait que, pour eux, je n'étais qu'un portefeuille ambulant. Que désormais, je choisirais à qui donner, et que pour l'instant, ma priorité, c'était moi. Mère s'est mise à pleurer, disant que j'étais froide, que j'abandonnais la famille. Mon père est resté muet. Isabelle m'a traité d'égoïste, d'ingrate, ajoutant que je n'aurais jamais de vraie famille en étant comme ça. Mais ça ne m'a pas ébranlée, pas cette fois. Quand les déménageurs ont fini de charger la dernière boîte, je les ai remerciés, signé les papiers, et regardé mes parents et ma sœur une dernière fois dans ce salon. J'ai dit que je ne savais pas quand je reviendrais, que je ne gardais pas de rancune, mais que j'avais besoin de distance, et qu'à partir de ce jour, il n'y aurait plus de virement, de faveur, ni de prêt. Ils n'ont rien répondu. Ils m'ont regardé partir avec le camion, silencieux, chacun digérant la perte à sa façon. Les premières semaines dans mon nouvel appart ont été étranges. Le silence pesait au début, comme si j'attendais qu'on crie mon nom depuis une autre pièce, qu'on me demande de l'argent ou qu'on se plaigne. Mais peu à peu, ce silence s'est transformé en liberté. Je me réveillais à mon rythme, préparais mon café tranquillement et reprenais le travail avec une concentration retrouvée. J'ai aménagé un petit bureau dans un coin du salon, baigné de lumière naturelle par le balcon, dans un calme que je n'avais jamais connu. J'ai découvert qu'un vrai lit, sans interruption, changeait tout. Mon corps s'est détendu, mon esprit aussi. Petit à petit, j'ai acheté des choses pour moi. Un nouveau canapé, une bonne cafetière, des vêtements que j'avais toujours voulu sans oser me les offrir. Pour la première fois, je me suis autorisée à vivre. J'ai fait des escapades le week-end, pris le train pour des villes que je rêvais de voir, rencontrer de nouvelles personnes. Au boulot, j'ai été promue. Le succès de mon appli m'a mise en lumière et mon patron m'a impliquée dans des projets plus ambitieux. On a commencé à m'écouter vraiment, pas juste comme une codeuse efficace, mais comme quelqu'un avec une vision. J'ai aussi repris une vie sociale. J'ai accepté des invitations de collègues, fréquenté des cafés, des dîners et rencontré un gars, Mathieu. Calme, intelligent, avec un humour subtil et un respect rare. Quelqu'un que mon indépendance n'intimidait pas, qui ne me rabaissait pas pour être une femme dans un milieu technique. Avec lui, je n'ai pas eu à cacher ce que je ressentais. Pendant tout ce temps, ma famille a continué à me contacter. Appels, messages, emails. Ça commençait souvent par des excuses timides, mais finissait toujours pareil. Une demande, un montant précis, un « juste cette fois ». Je n'ai jamais cédé. J'ai répondu parfois, poliment, en disant qu'il n'y aurait pas de retour sans vrai changement d'attitude. Les messages ont cessé. Certaines nuits, je me suis demandé si j'avais exagéré, si j'aurais dû être plus patiente. Mais il suffisait de repenser à leur façon de me traiter, au manque de respect, à la manière dont mes besoins passaient toujours après, et tout redevenait clair. J'ai brisé le cercle, pas pour les punir, mais pour me sauver. Pour me reconstruire loin du rôle qu'on m'avait imposé sans me demander mon avis. Aujourd'hui, je passe plus de temps avec moi-même. Je lis davantage. Je cuisine. Je me balade dans le quartier, observant la vie défiler. Et surtout, j'ai appris à me voir comme quelqu'un qui mérite une place, qui mérite qu'on prenne soin de lui. 6 mois ont passé depuis que j'ai quitté la maison de mes parents. En ce temps, beaucoup de choses ont changé, surtout en moi. Maintenant, je vois cette période comme un passage obligé. Dur, oui, mais nécessaire. Parce qu'avant de partir, je ne réalisais pas à quel point j'étais enfermée dans une logique sourde d'effacement. Je disais « oui » pour ne pas décevoir. J'aidais sans qu'on me le rende. On me traitait d'ingrate dès que je tentais de me protéger. La vérité, c'est que ce n'était pas une maison. C'était une prison émotionnelle, déguisée en famille. Et le comprendre a été le plus dur. Mes derniers échanges avec eux ont été froids. Isabelle m'a écrit qu'ils traversèrent des galères, que si je ne voulais pas aider par amour, je pouvais au moins le faire par devoir. « Tu es du même sang », a-t-elle marqué. Je n'ai pas répondu. Pas par rancœur. Mais parce que pour la première fois, j'ai compris que partager le même sang ne signifiait pas un dû absolu. Une famille, une vraie, c'est un échange.
du respect, de la présence. Et ce que j'ai eu, ce n'était rien de tout ça. Mes parents n'ont jamais vraiment demandé pardon. Ils n'ont jamais admis leur tort. Une voisine m'a dit qu'ils répètent ne pas savoir ce qui est arrivé à Élise, comme si mon départ était un caprice sans raison. Peut-être. Est-ce plus facile pour eux de voir ça, ainsi que d'affronter la réalité? Moi, en revanche, je n'ai jamais été aussi lucide sur mes choix. Je gagne bien, je suis libre, j'ai construit une vie qui tourne autour de moi, pas des attentes des autres. Je porte toujours des vêtements simples, j'évite le gâchis, mais maintenant, c'est pour moi, parce que j'aime ça, parce que c'est moi, et le meilleur dans tout ça. Je me sens enfin légère. Je ne porte plus le fardeau de subvenir aux besoins de gens qui ne me respectent pas. Je n'ai plus à me justifier, ni à quémander une place. Aujourd'hui, je prends la mienne avec assurance. Et si quelqu'un veut être à mes côtés, il devra me rencontrer d'égal à égal. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire ci-dessous pour me dire ce que vous en pensez. Votre soutien compte énormément.